En été, la nature vibre et bourdonne. Elle fourmille d'une multitude d'insectes. Abeilles, papillons et perce-oreilles s'en donnent à cœur joie. Mais l'arrivée de la saison froide met un terme à leurs activités. Certains animaux migrent alors vers le sud, où se préparent à hiberner. D'autres devront gratter la neige pour pouvoir se nourrir. Mais où sont passés les insectes ? L'été est le point culminant de l'année. Les prés sont couverts de fleurs. Ils abritent toutes sortes d'insectes qui butinent le pollen. Par la même occasion, ils fécondent les plantes et contribuent à leur expansion. La fin de l'été est la période de maturité, la saison des récoltes. Les arbres sont chargés de fruits appétissants. Les vergers abritent toutes sortes d'insectes. La nourriture est abondante. C'est un véritable pays de cocagne. Les fruits tombés à terre attirent, entre autres, les frelons. Ces prédateurs carnivores ne dédaignent pas la chair des pommes. La colonie de frelons niche en hauteur dans le creux d'un pommier. Quand il fait chaud, une sentinelle bat des ailes pour aérer l'intérieur du nid. Le nid est installé à l'intérieur du tronc, une véritable citadelle faite de papier mâché. Des ouvrières l'agrandissent constamment avec une pâte à base de bois mastiqué imprégné de salive. Elles s'occupent aussi de nourrir les larves. Elles assistent la reine, sensiblement plus grosse, chargée de pondre les œufs. Un par alvéole. À la fin de la saison estivale, le nid abrite jusqu'à 700 ouvrières. C'est l'effectif maximum que peut atteindre une colonie de frelons. Tout près de là, sont installées des ruches qui abritent des essaims d'abeilles. Les ouvrières qui rentrent au nid ramènent du nectar et du pollen. Les pattes chargées de pelotes jaunes de pollen, elles sont les bienvenues. Il n'en va pas de même pour d'autres membres de la colonie. L'entrée de la ruche est le théâtre d'une scène cruelle qui préfigure l'arrivée de l'hiver, l'expulsion des faux bourdons. Les abeilles mâles, ou faux bourdons, se voient désormais refuser l'accès à la ruche. Ils ont fini de remplir leur fonction naturelle, qui est de féconder les reines. Les mâles, qui étaient nourris tant qu'ils avaient un rôle à jouer, sont devenus des bouches inutiles. Ils sont condamnés à mourir de faim au pied de la ruche. Pendant ce temps, les ouvrières continuent à collecter du nectar et du pollen pour constituer des réserves pour l'hiver. Le pollen, riche en protéines, est entreposé dans des alvéoles spéciales. Le nectar est stocké à part.
Il servira à fabriquer le miel. « 60 000 abeilles peuvent cohabiter dans un essaim, autour d'une reine qui peut vivre jusqu'à 5 ans. En été, une ouvrière meurt au bout de 6 semaines. Celle que nous voyons ici s'occupe d'une larve qui aura une longévité bien supérieure, car elle deviendra une abeille d'hiver, capable de vivre plus de 6 mois. À la fin de l'été, les soirées sont encore douces. Mais les nuits commencent déjà à se rafraîchir. Le matin, les prés et les étangs sont couverts de brume. De la rosée se dépose sur les feuilles et les fleurs, mais aussi sur les ailes des libellules. Comme tous les insectes, ce sont des animaux à sang froid. La température de leur corps varie en fonction de leur environnement. À cette heure, les libellules sont encore engourdies par la fraîcheur de la nuit. Elles doivent faire le plein de soleil avant d'aborder la journée. La plupart des espèces de libellules ne vivent qu'un été. Elles meurent dès qu'arrive la saison froide. Leurs larves, en revanche, survivent dans l'eau, parfois plusieurs hivers de suite. On distingue déjà les ailes en formation. Les larves de libellules respirent en contractant leur abdomen pour faire circuler l'eau à travers leurs branchies. D'autres insectes remontent régulièrement à la surface pour s'alimenter en oxygène. Le dit tique bordé doit faire provision d'air sous ses ailes avant de plonger. Ces coléoptères passent pratiquement leur vie dans l'eau. Elle dure souvent plusieurs années. Ces habiles chasseurs restent à l'affût pour guetter leur proie, des petits poissons comme cette ablette. En forêt aussi, la fin de l'été est le temps de la plénitude. Les champignons pointent leurs chapeaux afin de pouvoir répandre des spores et assurer l'expansion de l'espèce. Ils passent le reste de l'année dans la terre, sous forme de mycélium, un réseau de filaments semblable à des racines. Dans les profondeurs du sol, on trouve également d'étranges créatures. Ce sont les larves d'un insecte imposant. À ce stade, elles n'ont rien de commun avec la forme future que prendra l'animal. Ces larves ont passé plusieurs années à dévorer du bois mort avec un appétit féroce. L'heure est venue de se transformer. Et d'accéder au stade suivant, celui de la nymphe. Quel animal surgira plus tard de cette nymphe? La taille des mandibules nous donne un indice. Il s'agit du lucane cerf-volant. À mesure que l'automne approche, les feuilles changent de couleur. Les glands mûrissent. Les geais les ramassent et les cachent pour se constituer des réserves. Le loir gris, lui, se rue sur les graines de hêtre, riches en lipides, en prévision de l'hibernation. Les températures se rafraîchissent et l'air chargé d'humidité se condense en formant des nappes de brouillard mouvantes.
Dans les prés, les colchiques déploient leur corolle. Les journées froides et humides se succèdent. Mais les frelons sont encore actifs. Ils rétrécissent l'entrée du nid pour garder la chaleur. Mais de toute façon, la colonie est vouée à disparaître car les frelons se nourrissent tout l'été de protéines animales et ne font pas de réserve comme les abeilles. À l'intérieur du nid, les ouvrières qui s'activent sont déjà moins nombreuses. Certaines se livrent d'ailleurs à une étrange occupation. Elles tirent des larves vivantes hors des alvéoles et les expulsent du nid. Elles s'entassent mortes au pied de l'arbre. Les ouvrières ont éliminé des bouches inutiles à nourrir. Pour l'heure, la colonie de frelons n'a pas besoin de nouvelles ouvrières. La reine elle-même est devenue inutile. Épuisée, elle a abandonné le nid et s'est laissée mourir. Seules quelques larves reçoivent encore de la nourriture. Ce sont elles qui donneront naissance aux reines qui fonderont de nouveaux nids au printemps prochain, si elles arrivent à passer l'hiver. Les coccinelles aussi prennent leur disposition à l'approche de la saison froide. Elles recherchent un endroit protégé, un creux entre des rochers ou la fissure d'un mur. Elles entreront bientôt dans une sorte de léthargie. Leur sang contient un véritable antigel naturel qui leur permet de supporter une température de moins 10 degrés. Sur les meilleurs sites d'hibernation, elles se rassemblent souvent par centaines. Celles qui sont installées dans des crevasses suffisamment profondes seront à l'abri d'une mauvaise surprise. À l'occasion d'un redout hivernal, certaines se réveillent, mais ne trouvent alors aucune nourriture. Au printemps prochain, elles commenceront par s'accoupler. Mais pour l'heure, l'automne s'installe. Les grues et bien d'autres oiseaux entament leur migration vers le sud, où la nourriture est plus abondante. Une dernière plante entre en floraison, c'est le lierre. Il attire une foule de papillons, d'abeilles, de guêpes et de cirfes. Il règne autour de la plante une activité frénétique, comme dans la prairie en été. Le Vulcain fait le plein d'énergie, car il se prépare à faire un long voyage. Tout comme les oiseaux migrateurs, il part vers le sud. Ces papillons migrateurs quittent l'Europe centrale et parcourent plus de 1000 kilomètres. Pour cela, ils survolent les Alpes et franchissent des cols situés à plus de 2500 mètres d'altitude. Ils iront passer l'hiver dans des régions plus clémentes, au sud de l'Europe, et ils s'y reproduiront. Les marmottes, elles, se réfugient au fond de leur terrier, dans des chambres tapissées d'herbes sèches, où elles passeront plusieurs mois dans un profond sommeil. Au nord des Alpes, l'automne réserve encore de belles journées. Les vignobles se teintent de couleurs éclatantes. Le
raisin arrive à maturité. Ces grappes attirent les derniers frelons de la colonie. Le jus un peu fermenté procure une dernière ivresse à ces ouvrières qui vont bientôt mourir. Seules les jeunes reines qui viennent de se transformer ont une chance de passer l'hiver. Elles se mettent à l'abri dans un endroit protégé ou s'enterrent dans le sol. D'autres insectes les y ont précédées. Ces œufs, enterrés dans une cavité souterraine, ressemblent à de minuscules raisins. C'est le terrier d'une femelle perce-oreille. Un mille-pattes ose s'aventurer dans le trou. La mère perce-oreille montre ses pinces pour chasser l'intrus. Une femelle peut pondre jusqu'à 70 œufs, gros comme des têtes d'épingle. Elle passe son temps à les nettoyer. Tout l'hiver, elle prendra soin des œufs, puis des larves, ce qui est un comportement très inhabituel chez les insectes. Dans les forêts, les feuilles des arbres se sont parées des tons bruns et or de l'automne. Le brame des cerfs résonne dans les clairières. Sous un épais manteau de feuilles enfoui dans la terre, un lucane cerf-volant a émergé de la nymphe et accédé à l'état adulte. Afin d'économiser son énergie, il reste couché sur le dos, sans bouger, à quelques 30 cm de profondeur. Il restera tout l'hiver dans le sol, à l'abri du gel. Car dehors, le froid se fait plus mordant. Le loir s'est lui aussi replié dans son terrier, où il dort roulé en boule pour économiser son énergie et garder sa chaleur. Lorsqu'il gèle, la brume se cristallise en givre. La plupart des insectes ont disparu. Mais pour certains, les premières gelées annoncent l'heure du réveil. Dès que la température descend en dessous de zéro, l'hibernie défeuillante sort de sa cachette. Les papillons mâles, longs de 2 cm, commencent tout d'abord par volter autour des arbres. Ensuite, les femelles grimpent le long des troncs. Physiquement, elles n'ont rien de commun avec le mâle. Leurs ailes atrophiées ne leur permettent pas de voler. Elles sécrètent alors une substance odorante, la phéromone, destinée à attirer les mâles. Les deux partenaires s'accouplent dans le froid. Peu de temps après, les femelles déposent des œufs dans des fissures d'écorce. Mâles et femelles meurent après leur union, avant même de s'être alimentés. Ils n'opèrent leur dernière mue que pour féconder et pondre des œufs. Quand la neige tombe, elle forme une couche qui isole le sol de la froidure extérieure. Il fait en général un peu plus chaud dans la terre.
une minuscule araignée vient de faire irruption dans le terrier du perce-oreille. Elle est à peine plus grosse que ses œufs. La femelle perce-oreille ne relâche jamais sa vigilance. Elle poursuit ses activités de nettoyage tout en tâchant d'éloigner l'intruse. Mais l'araignée s'obstine à rester près des œufs. La mère se décide à lancer l'assaut, la queue levée tel un scorpion. L'araignée s'est mise en danger de mort. Elle part finalement sans demander son reste. Les œufs n'ont subi aucun dommage. Les paysages d'hiver semblent très paisibles. Pour pallier le froid et supporter cette période difficile, de nombreux mammifères se sont couverts d'un épais pelage. Ils doivent gratter le sol pour trouver de la nourriture. En hiver, ils ont besoin de davantage d'énergie. Le froid se fait de plus en plus vif. Et même les ruisseaux commencent à geler. Les animaux qui vivent dans l'eau sont protégés, car la glace forme une couche isolante. Au fond de la rivière, le thermomètre affiche encore 4 degrés. Les larves de libellules se sont mises à l'abri. Elles ne mangeront pas durant tout l'hiver, car à basse température, leur métabolisme fonctionne au ralenti. Le dytique bordé a besoin de moins d'oxygène. Quand la surface de l'eau est gelée, il se contente de la provision d'air qu'il a stockée sous ses ailes. En général, il passe l'hiver posé sur le fond, sans bouger. Quelque part sous la neige qui recouvre le verger, enfouie dans la terre, les futures reines frelons hibernent. Elles seules survivent à l'hiver pour fonder de nouveaux essaims. Tout près de là, à l'intérieur de la ruche, on entend vrombir l'essaim. Plus il fait froid, plus elles se font bruyantes. Au centre des casiers de cire, les abeilles se sont rassemblées pour former une grappe. En dépit du froid extérieur, elles parviennent à y maintenir une température supérieure à 20 degrés. La population de la ruche a diminué de moitié, mais elle compte encore quelques 20 000 membres. Régulièrement, les abeilles font vibrer leurs ailes pour contracter leurs muscles et dégager de la chaleur. Mais c'est à l'intérieur de la grappe qu'il fait le plus chaud. C'est pourquoi les abeilles opèrent une rotation régulière. Elles sont capables de maintenir cette activité grâce au miel qu'elles ont stocké dans les alvéoles durant tout l'été. Les abeilles le distribuent en se donnant la béquée. Grâce à ce travail d'équipe, la colonie entière survit à la saison froide, y compris la plus importante de toutes,
la reine. Puis, enfin, le gel dessert son étau. La neige commence à fondre. Et les ruisseaux se remplissent d'eau de fonte. Les premiers signes du changement de saison apparaissent. Sous la terre aussi, il se passe des choses. Des points bruns sont apparus sur les œufs du perce-oreille. Et quelque chose palpite à l'intérieur. L'enveloppe éclate et un jeune sort de l'œuf avec difficulté. Les points bruns correspondent aux yeux de la larve qui subira encore plusieurs mues, mais ressemble déjà beaucoup à l'insecte adulte. À ce stade, les petits sont complètement translucides. Ce n'est qu'au fil des métamorphoses qu'ils prendront la même couleur que leur mère. Leur carapace se pigmente rapidement. Cette fois, les derniers œufs feraient bien d'éclore. Non, les larves ne jouent pas au ballon. Elles cherchent à percer l'enveloppe extérieure de cet œuf. Elles se ruent sur leurs frères et sœurs qui ont trop tardé à naître. C'est la faim qui les pousse à agir ainsi. Cette fois, les arbres du verger sont en pleine floraison. Ils fournissent de la nourriture aux premières abeilles qui sont sorties pour approvisionner la ruche. À leur retour, un triste spectacle les attend. L'entrée de la ruche ressemble à un champ de bataille. Des centaines d'abeilles mortes s'entassent pêle-mêle. Ce sont les occupantes qui n'ont pas survécu à l'hiver. Il s'agit maintenant de les évacuer. Cette opération s'apparente à un grand nettoyage de printemps. À l'intérieur, l'essaim s'active en prévision de l'été. La reine est déjà à pied d'œuvre. Sa fonction consiste à pondre des œufs, jusqu'à 2000 par jour et jusqu'à 200 000 par an. Chacun est déposé dans une alvéole différente. Ce sont les ouvrières qui les prennent en charge, jusqu'à ce que la larve parvienne au stade adulte. Elle commence déjà à sortir. Une nouvelle abeille de printemps émerge de son alvéole. Elle doit elle-même déchirer l'opercule de cire. Ces premières semaines, elle les passera à l'intérieur de la ruche, au service de la reine. Plus tard,
elle ira à son tour butiner pour collecter du nectar. Dehors, l'hiver semble tout à coup revenu et les abeilles ont cessé de sortir. Est-ce un simple caprice de la météo? Ou un signe qui préfigure le changement climatique? À l'avenir, en tout cas, le rythme des saisons se fera de plus en plus capricieux, ce qui pourrait gravement perturber le cycle complexe de nombreux insectes. Dans son terrier, la femelle perce-oreille se consacre toujours à sa progéniture. Si tout se passe bien, elle pourra pondre une deuxième fois pendant l'été. Mais à la présumée de ses forces, elle meurt d'épuisement avant même l'arrivée du printemps. Sans attendre, les jeunes se jettent sur leur mère. Jouant de leurs pinces pour fendre la carapace, ils la dévorent sur le champ. Le retour du froid est de courte durée. Les jours rallongent. Chez les oiseaux, la saison des amours commence. Les œufs ne tardent pas à éclore. Au printemps, la nature se réveille. Lors de l'accouplement des grenouilles, il arrive souvent que plusieurs mâles s'accrochent à une même femelle. La ponte des amphibiens forme un collier gélatineux qui peut atteindre 2 mètres. Les œufs donneront naissance à des têtards, les futures proies des insectes aquatiques qui sortent de la léthargie hivernale, tel le dytique bordé. Maintenant que l'eau s'est réchauffée, ils recommencent à chasser. Les larves de libellules aussi se sont remises à l'affût. Lorsqu'elle déplie la partie inférieure de sa mâchoire, le tétard n'a aucune chance de lui échapper. Les dytiques bordés se sont déjà reproduits. L'éclosion des œufs a donné naissance à des larves capables de nager. Leur bouche armée de mandibules acérées sera fatale à un grand nombre de têtards. Dans quelques mois, ces larves voraces se seront métamorphosées en coléoptères. Cette fois, l'air se fait plus doux. Au bord de l'étang, les larves de libellules sont sorties de l'eau pour grimper dans les roseaux. Elles déchirent déjà l'enveloppe nymphale pour atteindre le stade adulte. Elles ne tarderont pas à s'envoler et à s'accoupler. Dans le verger réapparaît une jeune reine frelon qui a survécu à l'hiver. Elle s'apprête à fonder une nouvelle colonie au creux d'un arbre. Pour cela, elle doit construire le nid, récolter de la nourriture,
pondre des œufs et nourrir les premières larves. Une activité à plein temps pour cette jeune mère célibataire. Un véritable tour de force. 14 jours après avoir pondu le premier œuf, elle reçoit enfin de l'aide. En rentrant au nid, elle découvre qu'une première ouvrière est sortie de son alvéole et commence à s'occuper des larves. Pendant 2 ou 3 jours, elle ne sort pas du nid. Elle assiste sa mère dans les tâches domestiques. La reine se charge encore seule d'approvisionner sa progéniture. Mais cette fois, elles sont 2 à nourrir les larves. Quelques jours plus tard, une nouvelle ouvrière apparaît. Mais les larves sont de plus en plus nombreuses à réclamer des soins. Bientôt, les ouvrières quittent à leur tour le nid. Elles se posent sur les arbres pour en déguster la sève. C'est leur premier repas. La forêt aussi est en pleine régénération. Les chênes sont désormais couverts de feuilles. Les chenilles de l'hibernie sont également sorties de l'œuf. Elles sont insatiables et dévorent un nombre considérable de feuilles avant de former une chrysalide. Dans la forêt, la salamandre tachetée a passé l'hiver à l'abri du gel dans des crevasses ou des grottes. Le loir gris est lui aussi sorti d'hibernation. D'autres insectes opèrent leur dernière mue, tel le lucane cerf-volant qui sort de terre, en proie à une excitation toute printanière. Car il a capté les stimuli olfactifs sécrétés par les femelles. Mais il n'est pas le seul. Dès que 2 mâles se rencontrent, c'est l'affrontement. Les mandibules du cerf-volant ressemblent à des bois de cerf, d'où son nom. D'ailleurs, ils s'en servent comme d'une arme lorsqu'ils combattent. L'objectif est de renverser son rival sur le dos ou de le faire tomber de l'arbre. Lors de ces combats, les mâles déploient une énergie prodigieuse qui leur permet de soulever jusqu'à 100 fois leur poids. Il arrive aussi qu'un des 2 rivaux reçoive une blessure mortelle. Celui-ci survivra à sa chute. Le vainqueur, lui, passe immédiatement à l'action. L'accouplement s'achève brutalement. La femelle ne tardera guère à aller déposer ses œufs entre les racines d'un arbre mort. Dans le verger, le nid de frelons continue à se développer. Les ouvrières s'activent maintenant par dizaines, et pas seulement pour approvisionner la colonie en nourriture. Elles partent aussi chercher du bois mort qu'elles déchirent avec leurs pinces acérées. Elles le malaxent et l'enrobent de salive pour fabriquer le matériau qui leur sert à construire le nouveau nid.
Certains nids peuvent atteindre 50 cm de haut. Elle ne cesse d'ajouter de nouveaux étages. La reine peut désormais se consacrer à sa tâche principale, pondre un œuf au fond de chaque alvéole. La communauté des ouvrières l'alimente et veille à ce qu'elle puisse assurer sa fonction. La nouvelle colonie pourra ainsi croître sans problème. Une colonie qui ne vivra qu'un été. Sur la prairie, l'herbe a reverdi et les plantes sont à nouveau en fleurs. Les perce-oreilles ont quitté depuis longtemps le terrier et sont maintenant à la recherche de nourriture. Les coccinelles se promènent. Et œuvrent à la survie de l'espèce. Les vulcains sont également de retour. En réalité, ce ne sont pas ceux qui ont migré à l'automne. Ils appartiennent à la génération suivante, sortis de chrysalide en Europe du Sud et revenus ici pour la saison chaude. La nature vibre et bourdonne de toutes parts. Elle fourmille d'insectes. C'est l'été. Et toute cette agitation durera jusqu'à l'hiver prochain.